on va lancer entre guillemets, les débats, David, si tu en es d'accord. En tout cas, la conversation. Et alors, il y avait une première question qu'on t'était un petit peu posée, et donc que je te pose, un peu une question introductive. Alors, on parle de l'état du monde aujourd'hui. Ben justement, d'après toi, quel est l'état de stabilité ou d'instabilité de notre monde aujourd'hui, au 22 juillet 2020? Alors, si on devait faire une notation sur une échelle de 0 à 10, 0 étant philosophe grec et 10 désignant l'instabilité, le chaos de la mythologie grecque, je mettrais la note entre 7 et 8, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui est tout de même profondément instable. Et ça, c'est une vraie rupture depuis une dizaine d'années par rapport aux 2 décennies 1989-2008, durant lesquelles, même si c'était presque une illusion d'optique, on avait le sentiment qu'il y avait une sorte de téléologie, je parlais tout à l'heure de la fin de l'histoire de Fukuyama, une sorte de convergence en quelque sorte, à la fois économique et politique, puisque la chute du communisme avait accouché d'un seul système économique qui était le capitalisme, et que ce capitalisme, il apparaissait comme étant couplé à un système politique, même s'il existait des variantes nationales et continentales, lequel était la démocratie libérale. Donc il y avait cette illusion d'une convergence et in fine d'une stabilisation. Et cette stabilisation, l'illusion de cette stabilisation venait aussi de ce qu'on appelle l'inégalité mondiale semblait se réduire, puisque entre les pays industrialisés et les pays en développement, il y avait une convergence forte. On l'a vu durant les années 1990 et 2000. Vous avez par exemple 360 millions d'Indiens et de Chinois qui ont accédé à la classe moyenne. Sauf que ce qu'on a occulté, c'est que cette stabilisation macroéconomique, en réalité, quand on zoomait sur des pays ou même à l'intérieur des pays sur des régions, elle a été très inégalement distribuée. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple la courbe de l'éléphant de Branko Milanovic, qui est un économiste qui a travaillé sur la distribution des inégalités mondiales. On voit que les gains en termes de revenus générés par la mondialisation entre 1988 et 2008 ont été très inégalement répartis. Vous avez des super gagnants, c'est les 1% les plus riches. Vous avez des gagnants assez manifestes, c'est entre le 40e et le 60e centile de la distribution mondiale des revenus, qui correspond en réalité à la classe moyenne émergente. Et puis les grands perdants, c'est ceux qui se situent entre le 70e et le 90e centile à peu près. C'est sur la distribution mondiale des revenus, c'est plutôt des gens privilégiés, mais en réalité, ça correspond aux classes moyennes ou même aux classes moyennes inférieures des pays occidentaux. Donc, on voit qu'on avait un modèle qui, macroéconomiquement, semblait bouclé, semblait amener vers une forme de stabilité, mais quand on regarde pays par pays, c'est-à-dire société politique par société politique, on a vu des germes de déstabilisation extrêmement forts, et ces germes de déstabilisation ont été accélérés ces dernières années, en Europe par la crise des dettes souveraines, ont été accélérées aussi par la démultiplication des réseaux sociaux qui rend la vie politique beaucoup plus labile, beaucoup plus instable, beaucoup plus instantanée, par le multiculturalisme aussi, il faut le dire, dans les sociétés occidentales, qui a amené un certain nombre de questionnements existentiels plus ou moins légitimes, et puis bien sûr par le mécontentement économique des classes moyennes qui aboutit au national-populisme sur le plan politique. Donc moi, je dirais que nous sommes plutôt dans une zone d'instabilité et qu'au fond, la crise Covid, elle constitue pas une rupture radicale, mais plutôt elle se déploie dans cette texture générale d'instabilité qui est notre lot commun depuis une dizaine d'années. Bon, alors, je vais rebondir là-dessus, en essayant de faire un petit peu attention avec le temps, de façon à ce qu'on puisse voir un peu toutes les questions. Évidemment, je te rejoins assez, David, et j'ajouterais des facteurs malheureusement complémentaires qui renforcent cette perception qu'on va vers effectivement une instabilité internationale qui est plus forte. Il y a, un peu sous-jacent à ce que tu as dit, tout simplement un phénomène très général, on va dire, de développement de l'anthropocène, mais qui dépasse de très loin les chocs qui sont liés au réchauffement climatique, qui sont tout simplement le fait qu'on accélère dans la transformation civilisationnelle, économique, industrielle de cette révolution industrielle qui a démarré plus ou moins au début du 19e siècle, peut-être
qui avait déjà ses traces dans le courant de la Renaissance, et puis donc qui accélère. Et donc, ça, c'est un phénomène général. Plus on accélère dans la transformation économique industrielle, plus il y a ce que tu as dit, la formation d'élites urbaines, d'inégalités plus fortes, et donc des tensions sociales extrêmement fortes, et phénomènes classiques, mais qu'on retrouve évidemment très fortement aujourd'hui, d'autant plus qu'on a oublié un petit peu les effets de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient été des effets au contraire justement de réduction des inégalités sociales. Il y a ce premier point-là, et derrière ça, tout un ensemble de chocs technologiques en fait qu'on ne voit pas et qui se traduisent. Donc il y a le réchauffement climatique, il y a les questions sur l'épuisement des ressources de matières premières, il y a le choc justement de la civilisation numérique et du choc cyber. On peut parler aussi des questions sanitaires, puisqu'on voit bien qu'en fait qu'on a eu la crise Covid, mais ça s'inscrit dans une évolution au cours des 30 dernières années où à force de grignoter des espaces forestiers, eh bien on voit apparaître des problèmes zoonotiques et des maladies émergentes, etc. Donc il y a une transformation générale du monde. À côté de ça, deuxième point, il y a une transformation des puissances. Et on assiste aujourd'hui à un moment très particulier, mais comme on a connu dans l'histoire, on va dire au cours au moins des 5 derniers siècles, l'histoire des grandes puissances, où on est à un point de bascule entre une grande puissance de statu quo, les États-Unis pour pas dire leur nom, et puis l'émergence de nouvelles puissances qui veulent avoir vraiment leur place au soleil, comme par exemple la Chine. Et ce qu'on voit à travers l'histoire, c'est que parfois ça se passe pas trop mal, et parfois ça se passe très mal. Parfois, ça se passe pas trop mal, et on l'a vu par exemple à 2 reprises. D'une part, lorsqu'on a eu la fin de l'âge d'or de Amsterdam et donc de la place des Pays-Bas, mais qui au XVIIe siècle représentait quand même au moins l'équivalent de la flotte de la France et de la Grande-Bretagne réunis, où 50% de la production intellectuelle produite. Il faut pas oublier ce qu'était la puissance d'Amsterdam au XVIIe siècle. Et il y a eu un passage, un relais de bâton qui s'est fait assez pacifiquement d'ailleurs avec la puissance émergente britannique lors de la glorieuse révolution de 1888, où en fait le roi William d'Orange a plus ou moins pris le pouvoir en Grande-Bretagne. Bon, c'est bien tombé. Un autre moment de transition, on va dire pacifique, c'est au cours de la Seconde Guerre mondiale, où d'une certaine façon, Winston Churchill, qui avait d'ailleurs sa mère qui était américaine, a plus ou moins laissé ce passage de bâton à la puissance émergente américaine, qui va prendre le contrôle du système mondial à partir de la deuxième partie du XXe siècle. Bon, donc parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas bien, et c'est ce qu'on a vu avec l'exemple de l'émergence justement de la puissance allemande au cours du fin 19e, début du XXe siècle, et puis donc les frictions qui ont fait que malgré toutes les raisons économiques qu'il aurait dû falloir qu'on s'entende bien, mais finalement il y a eu cette explosion de la Première Guerre mondiale, puis même de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit tout ça aujourd'hui avec l'émergence de la Chine, et donc effectivement on a cette convergence de problèmes qui fait que on est dans une situation qui est relativement instable. On est d'accord là-dessus. Tour donc de poser une question parmi celles qu'on a glanées sur le chat, et d'ailleurs cette question correspond au titre de la conversation. Devons-nous sacrifier l'universel démocratique pour éviter une instabilité catastrophique du monde? Alors écoute, je peux essayer de répondre rapidement en 2-3 minutes, et peut-être que justement là on aura une forme d'opposition, on verra. Mais bon, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de sujets émergents et très forts, comme par exemple la question du réchauffement climatique. Et on se dit peut-être que pour ces questions comme le réchauffement climatique, ou d'ailleurs la coopération probablement nécessaire autour des questions sanitaires telles que le Covid, il faut mettre un petit peu d'eau dans notre vin et accepter qu'on puisse coopérer avec des régimes qui sont, disons-le clairement, très franchement autoritaires, voire totalitaires. C'est ce que tu as dit d'ailleurs lors de ton intervention, comme par exemple le régime chinois, deuxième puissance économique au monde, et évidemment un partenaire fondamental si on veut, entre guillemets, arriver à régler les problèmes du monde. Bon. Là-dessus, on pourrait rajouter qu'il faut quand même faire attention à d'autres facteurs. Et si je prends l'exemple de la Chine, on se rend compte aujourd'hui que oui, on peut coopérer très probablement sur des questions pour lesquelles, a priori, on a les mêmes intérêts. Et tu l'as dit d'ailleurs dans ta présentation, à savoir la Chine, l'essentiel de sa puissance industrielle est sur les surfaces côtières. Donc, effectivement, s'il y a un réchauffement climatique, elle va souffrir. Et pareil sur les questions sanitaires, on voit bien d'ailleurs, parce qu'on a un effet de ping-pong entre les ping-pong sanitaire entre régions qui sont contaminées, régions qui n'ont pas été contaminées et qui se sont réinfectées, etc. Néanmoins, on a un problème sur la question des valeurs, et la question des valeurs, elle a un impact sur à la fois la manière dont nos systèmes démocratiques ou non démocratiques finissent par être en compétition sur des réseaux internationaux comme les réseaux cyber,
comme les réseaux sociaux. Et puis à côté de ça, sur des choses beaucoup plus classiques qui sont la régulation des grandes questions internationales. Bon, on le voit très clairement aujourd'hui avec la Chine, qui, par exemple, sur tout ce qui va être le règlement des questions dans la mer de Chine du Sud, les îles Spratleys, et toutes ces questions qui aujourd'hui interpellent à la fois la Chine, mais aussi des pays comme le Japon, Taïwan, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie. On voit que, par exemple, des règlements ont été donnés, un arbitrage a été fait à La Haye en 2016. Cet arbitrage n'est pas respecté par la Chine. Et ça pose problème sur la capacité à avoir une forme de stabilité. Bon, même question aujourd'hui qui se repose avec les chocs qui ont lieu entre la Chine et l'Inde, parce qu'il y a d'une part des lignes effectives de contrôle, mais il y a aussi la Chine qui dit oui, mais il y avait l'ancien empire des Kong et donc on devrait avoir un espace plus grand. Et puis évidemment, ça s'est remis en cause. Et là encore, on a l'impression que la Chine n'accepte pas certaines règles internationales qui sont assez fondamentales. Bon. Alors, je dis pas que tout le monde est parfait là-dessus. Il n'y a pas que la Chine qui, entre guillemets, parfois joue un petit peu avec les règles. Mais là, clairement, il y a une question. On le voit aussi sur la question de la propriété intellectuelle. Et si ces éléments de valeur ne sont pas acceptés, eh ben, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas participer à ce concert des nations et on risque d'être face à des chocs très importants. Et derrière ça, il y a bien des valeurs et en particulier des valeurs démocratiques. Bon, je m'arrête là et je te laisse la riposte. C'est pas vraiment une riposte, c'est plutôt un élément de complément et d'interrogation. En réalité, pourquoi est-ce que la démocratie libérale a structuré les relations internationales depuis 1945 et à plus forte raison depuis 1989? Je crois que c'est en raison de la connexion intime que l'on croyait déceler entre, d'une part, la démocratie et d'autre part, l'économie de marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas une seule démocratie libérale dans le monde qui ne soit aussi une économie de marché plus ou moins libre, qui peut être plus administrée ou plus mixte dans certains pays comme la France, ou plus libre, on va dire, en tout cas plus libérale dans d'autres pays. Et en 1989, sur la séquence 1989-1991, la chute du communisme, qui constituait vraiment la grande alternative, la grande alternative à la fois politique et économique, a conduit beaucoup d'experts, d'intellectuels, de penseurs, au fond, l'effondrement de l'économie, de la planification soviétique allait amener le triomphe du capitalisme et que comme il y avait une connexion entre le capitalisme et la démocratie libérale, que la démocratie libérale allait fleurir partout. C'était un peu la thèse de notre ami Huntington. Sauf que un minimum de théorie des ensembles mathématiques aurait dû leur faire comprendre que ce n'est pas parce que toutes les démocraties libérales sont des formes plus ou moins abouties d'économie de marché que toutes les économies de marché sont des économies libérales. Sont des démocraties libérales. On parle juste pas des mêmes ensembles. On peut être une économie de marché et ne pas être une démocratie libérale. Alors que la réciproque ne semble pas tout à fait vraie. Et j'en veux pour preuve que aujourd'hui, la Chine est un système à la fois de total capitalisme, c'est-à-dire d'économie où la propriété privée est reconnue, où l'initiative est au centre du jeu, où le marché joue un rôle important, et en même temps, c'est un système politique qui est totalement étranger à la démocratie, qui est quasiment un totalitarisme. Et ça a complètement démenti la prévision des économistes. Rappelez-vous qui, dans les années 90, nous expliquaient, mais de toute façon, la Chine aujourd'hui, c'est un capitalisme d'imitation, c'est-à-dire qu'elle vit et elle prospère de son positionnement dans la division internationale du travail comme atelier du monde. Mais si demain, elle veut passer à l'étape de l'innovation, si elle veut demain être à la frontière technologique, elle sera obligée de laisser de la place à la société civile, elle sera obligée d'organiser des élections libres, d'avoir une free press, etc. Parce que ces économistes spécialistes de l'innovation postulaient dans les années 1990 qu'un capitalisme d'innovation postulait nécessairement la démocratie libérale. On voit qu'il n'en est rien. La Chine est une puissance technologique, une puissance d'innovation. Elle est à la frontière technologique dans un certain nombre de domaines, à commencer par la conquête spatiale, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la 5G, j'en passe, la biomédecine, la nanomédecine, puisqu'on parle de beaucoup de santé en ce moment, et pour autant, elle n'a absolument pas abdiqué
son système politique liberticide, de contrôle de toute dissidence, d'oppression des minorités, de contrôle absolu de toute expression, y compris médiatique. Donc, on voit bien que on peut tout à fait forger des systèmes politiques originaux, non démocratiques, tout en étant compatibles avec une économie de marché. Alors, pour autant, est-ce que nous devons, occidentaux ou européens, abdiquer notre attachement à la démocratie libérale sous prétexte de réel politique ou de pragmatisme? Je ne crois pas. Et je pense que ça fait un peu, en quelque sorte, la transition avec la question suivante, n'est-ce pas, Guy-Philippe, qui porte sur l'Europe? Alors, permets-moi de te la poser, et puis comme ça, tu feras la transition justement avec ce que tu viens de dire, et puis je me permettrai de répondre. Mais donc, la question suivante, c'est effectivement comment engager cette nouvelle superpuissance émergente qu'est la Chine. Alors, il y a un problème déjà qui est que tu disais tout à l'heure qu'effectivement, ils étaient souvent en violation du droit international, ce qui est exact, mais je vais nuancer quand même sur un point qui est que entre 1945 et, on va dire, 2016, le gendarme du monde et le garant de l'ordre libéral international, c'était les États-Unis, tout simplement parce qu'ils avaient été au cœur des réflexions sur la gouvernance internationale. Je pense aux accords de Bretton Woods, je pense aussi aux réflexions qu'il y a eu dans les années 1970, les accords de la Jamaïque, etc. Et qu'au fond, leur position prépondérante au sein du système des Nations Unies, leur statut de leader du monde libre, etc., faisait qu'ils étaient le garant de ces institutions. Et en 2016, on a un président qui est arrivé au pouvoir qui a dit, si vous voulez, moi je me retire de l'OTAN si les pays partenaires ne contribuent pas à hauteur de 2% de leur PIB, je mets l'OMC au point mort, je retire ma contribution de l'OMS, je retire ma participation à l'UNESCO, je dénonce les accords de libre-échange qui avaient été antérieurement conclus, bref, qui s'est imposé comme la puissance contestataire de l'ordre international. Et la Chine, à l'inverse, forte de sa stratégie 2049, a développé la stratégie exactement inverse. C'est-à-dire qu'elle a, au moins en apparence, joué le jeu de l'ordre international. Donc, elle a investi toutes les instances, les organisations internationales. On a vu les liens incestueux qui existent entre la Chine et l'Organisation mondiale de la santé, mais je peux vous dire que cette présence de la Chine est très forte dans toutes les organisations internationales, y compris à un niveau que vous ne pouvez pas voir. Ce qu'on appelle les comités techniques, par exemple, qui sont chargés de rédiger un certain nombre de normes techniques. Vous connaissez le comité de Bâle, par exemple, pour la régulation financière, les GAFI pour le financement du terrorisme, ou tout simplement les comités techniques qui dérivent du système onusien, par exemple les normes sanitaires ou les normes agroalimentaires. Eh bien, les experts chinois sont hyper présents dans tous ces comités techniques, et ils le sont d'autant plus que les Américains s'en sont complètement retirés de ce système international. Donc la Chine surinvestit le système international en essayant de substituer ses propres principes et sa propre vision du monde. On le voit avec la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures qui est censée financer la construction des nouvelles routes de la soie et qui concurrence la Banque mondiale. Et donc c'est un redoutable défi que nous avons parce que nous sommes en quelque sorte, nous Européens, un peu seuls au monde pour défendre un ordre international qui est en train de s'effondrer, que les Américains ont abandonné et sur lequel les Chinois se positionnent de plus en plus à des fins tactiques. Bon, alors, à nouveau, hein, c'est une conversation, c'est pas un débat, et d'autant plus que je te rejoins sur le fait qu'on a un problème de fond, à savoir le pilier de notre système international depuis 1945, tu l'as dit, les États-Unis, qui depuis 3-4 ans, en fait, n'a plus vraiment de leadership, même s'il y a encore des capacités, même s'il y a encore des institutions, évidemment, et même s'il faut faire très attention de façon positive, aux réactions internes qui peuvent survenir du système américain lui-même, hein, qui est un système extrêmement dynamique. Il faut le dire, hein, dans l'histoire, la crise, par exemple, des années 30 a frappé très durement le pays, mais il a rebondi en étant vraiment le tout premier pays, avant même que l'Europe s'y mette après la Seconde Guerre mondiale, à mettre en place un début de welfare state. Donc, faire très attention un petit peu aux réactions américaines. Bon. On repart sur la question de la Chine et effectivement la question de l'engagement de la Chine. Et je rebondis un petit peu à la fois sur ce que tu as dit et puis sur la question précédente, à savoir, ok, tu as raison, hein, la Chine aujourd'hui est très engagée dans les comités techniques et joue son soft power, mais
Premièrement, est-ce qu'elle offre un système stable en tant que tel, une forme de nouvelle équation entre développement économique très fort, apport technique, et puis d'un autre côté un autoritarisme, vous nous laissez faire nos trucs politiques d'un autre côté, ce qui serait une forme de vision de Singapour, mais alors Singapour qui est un tout petit cité-État, puissant mais petit, mais alors là, à la puissance d'un pays de 1,3 milliard d'habitants. Moi, je serais tenté de dire que la réponse est non, en fait, et que le modèle que propose aujourd'hui la Chine, en réalité, était extrêmement instable. Bon, il est extrêmement instable. On l'a évoqué sur les questions de normes internationales, donc pas la peine d'y revenir. Il est extrêmement instable également sur la stabilité même de la Chine en tant que telle, enfin du système tel qu'il est dans sa viabilité, à la fois sur les aspects économiques et sur les aspects politiques. Sur les aspects économiques, beaucoup de questions qui sont posées aujourd'hui. Parce que oui, dans une économie de rattrapage, comme on l'a vu dans le reste des économies asiatiques d'ailleurs, la Chine a réalisé des choses extraordinaires et a développé des marges qui lui permet aujourd'hui d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on voit ailleurs dans le monde occidental. Il faut être très clair là-dessus et tu as raison de souligner l'extraordinaire progrès scientifique chinois. N'empêche, il se pose des questions parce que cette créativité chinoise, en fait, d'une façon curieuse, elle est extrêmement liée aux échanges qu'il peut avoir avec les États-Unis, avec l'Europe, aux échanges humains, le fait qu'il y a un nombre très important d'étudiants chinois qui vont aller dans ce temple du développement et de la connaissance qui sont les universités américaines, et puis après, ou qui vont repartir, ou qui vont rester. C'est l'exemple de Zoom, dont le fondateur fait précisément partie de cette diaspora qui est fini par rester aux États-Unis. Et si tout d'un coup, on décide d'un blocage et d'un découplage de la Chine par rapport au reste du monde occidental et des États-Unis, il est très possible que ça pose des problèmes pour l'économie chinoise elle-même. Bon. Et derrière ça, il y a un problème de stabilité politique fondamentale parce qu'on est face à un modèle d'un pays qui se développe de façon très forte, ok. Mais comme on l'a vu dans l'ensemble des autres économies asiatiques développées, eh bien, on voit des classes moyennes qui émergent et puis à un moment donné, il y a une nécessité par les classes moyennes de vouloir prendre le contrôle démocratique. C'est ce qu'on a vu à Taïwan, c'est ce qu'on a vu en Corée du Sud, qui sont deux autres exemples de pays démocratiques très avancés, enfin de pays industrialisés qui ont fait leur transformation industrielle et qui sont devenus des puissances industrielles à leur juste mesure, et à un moment donné, qui sont basculés dans une démocratisation. Bon, on voit passer en Chine, au contraire, on voit des blocages politiques, voire politico-militaire, faut pas oublier le rôle politique que joue l'armée populaire et économique que joue l'armée populaire de libération en Chine, qui rappelle un petit peu la classe des Junkers prussiens dans justement l'Allemagne de la fin du 19e, début du 20e, qui était en train de se moderniser, mais qui avait ses propres blocages sociaux liés à son ancienne structure. Et là, ça pose des problèmes réels de crise interne et donc forcément de crise externe. Donc on voit une espèce de Chine qui émerge et qui semble en fait être une boule de neige qui pourrait être assez explosive. Et dernier point, et je m'arrête là, c'est qu'on le voit justement avec le revirement incroyable de la stratégie chinoise qui était censée être une espèce de joueur de Go qui met ses pions de façon très prudente jusqu'à l'horizon 2049, on aura pris le contrôle, entre guillemets, de façon très smooth, très silencieuse. Et puis tout d'un coup, Xi Jinping, en particulier depuis 4-5 ans, qui change complètement la donne. Et là, on voit les oppositions de front, à tel point qu'aujourd'hui, ceux qui s'opposent le plus à la Chine, au-delà des États-Unis, ce sont les pays de l'espace Indo-Pacifique qui ont très très peur de la Chine. Alors, donc tout ça, ça pose des questions. Je rebondis, on voit un ordre libéral qui est un petit peu transformé. Je rebondis là-dessus. Eh bien, quelle place pour l'Europe dans cette espèce d'instabilité des nations, avec en son cœur un rôle explosif de la Chine? Bon, alors c'est vrai que l'actualité brûlante nous fournit un exemple de ce que peut l'Europe quand elle décide d'avoir un sursaut de volonté, puisque l'accord qui a été trouvé après ce sommet européen très laborieux va épargner à l'Europe de vivre les 10 années calamiteuses d'austérité qu'elle a vécues après la crise de 2008-2009 et va probablement avoir une influence absolument décisive sur le projet européen dans les prochaines années. Moi, je suis persuadé qu'il est possible de construire entre le géant américain et le géant chinois qui sont en train aujourd'hui de se livrer une nouvelle guerre froide. On en est encore à la préfiguration de ce point de vue-là, mais la guerre froide du XXIe siècle, ça sera entre le géant américain et le géant chinois. Je pense qu'il est possible de construire et d'affirmer politiquement et économiquement une troisième voie européenne de manière beaucoup plus vigoureuse qu'on ne l'a fait durant la guerre froide, où on était encore très largement sous parapluie américain, dépendant des fonds du plan Marshall, liés aux États-Unis dans la gouvernance internationale, et puis tout simplement parce que la pression soviétique qui avait annexé
la moitié de l'Europe, notamment l'Europe centrale et orientale, faisait que les pays d'Europe de l'Ouest avaient besoin d'un géant protecteur et d'une force de frappe militaire. Aujourd'hui, la situation est tout autre. La Chine n'est pas aux portes de l'Europe, en tout cas pas militairement ou physiquement comme l'était la Russie en 1945. Elle a des investissements, elle a des prises de participation, mais ça n'est pas une annexion comme Staline l'avait fait en 1945. Et surtout, je crois, et tu as dit ça tout à l'heure, et c'est très important, il n'y a pas de modèle désirable ni dans le système chinois, ni dans le système américain. Et les opinions européennes sont en train de s'en rendre compte. Longtemps, ce que j'appelle le capitalisme libéral méritocratique, qui est défendu par les États-Unis, a fait office de modèle parce que c'était la célébration de l'esprit d'initiative, de la réussite entrepreneuriale, de l'American Way of Life, de la liberté, etc. Il a eu un effet d'attraction, de soft power, pour parler comme Joseph Nye, extrêmement fort. Aujourd'hui, ce modèle est en crise. Il est en crise parce que dans les sociétés anglo-saxonnes où les coussins amortisseurs de la protection sociale sont beaucoup moins forts que dans les pays d'Europe continentale, les inégalités ont atteint des niveaux absolument insoutenables. Par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, 1% de la population détient 40% de la richesse du pays. Cependant que 50% de la population en détient moins de 12%. Donc on est dans des niveaux d'inégalité, notamment patrimoniales, qui sont totalement contre-productifs parce qu'ils gèlent, ils congèlent la mobilité sociale, la possibilité de trajectoire ascendante ou de réussite entrepreneuriale. Il y a une surdétermination, en d'autres termes, du patrimoine qu'on hérite. Dans le même temps, la démocratie américaine est complètement cassée. On le voit avec cette polarisation très forte du débat public, la victoire de Donald Trump, le climat civique aux États-Unis en ce moment qui est absolument détestable, avec des sortes de communautés cognitives enfermées sur elles-mêmes, incapables de discuter avec les autres, des arguments ad hominem et une incapacité à structurer un débat public. Et puis, bien sûr, tu parlais tout à l'heure d'âge anthropocène, la destruction méthodique de l'environnement. Donc, ce système n'est évidemment pas désirable. Je ne vais pas faire une longue démonstration sur le système chinois. Je crois qu'ici, personne n'en veut. C'est un totalitarisme. Il n'y a pas de liberté de la presse. Les minorités sont opprimées quand elles ne sont pas purement exterminées. Il n'y a pas de libre pensée. Donc, c'est contraire à tout ce qui constitue nos valeurs fondamentales. Donc, il est temps de réinventer un système politico-économique européen, et on a quelques fondamentaux assez solides de ce point de vue-là. Soyons plus fiers de nous-mêmes que nous sommes enclins à l'être d'habitude. Nous avons une économie sociale de marché, c'est-à-dire que nous essayons de conjuguer la performance économique avec la solidité d'un État social, d'un État-providence qui protège. Ça, c'est quand même un acquis quand on regarde l'Europe de l'Ouest, même s'il y a des différences nationales entre les systèmes, qui est singulier, absolument singulier dans le monde. Quand vous regardez le Brésil, le Chili, la Russie, la Chine, les États-Unis, aucun de ces pays n'a de système de protection sociale un peu performant. Et c'est pour ça qu'il y a des débats aussi vigoureux aux États-Unis sur l'assurance maladie publique ou sur une indemnité chômage décente ou sur la gratuité des frais de scolarité. Mais c'est des débats qui nous semblent complètement moyenâgeux. En Europe, on peut trouver qu'en France, le modèle social coûte un peu trop cher par rapport à ce qu'il délivre, qui pourrait être un peu plus efficace, qui pourrait être un peu rationnel. Mais on est d'accord sur l'essentiel. Donc là, on a un pilier qui est absolument fondamental. Et l'autre pilier, et c'est là qu'il y a un triangle à construire et qu'il y a un triangle qui est, j'espère que c'est pas un triangle d'incompatibilité, c'est la protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à inventer un système qui soit à la fois performant sur le plan économique, performant sur le plan social avec la protection sociale, performant sur le plan environnemental avec une économie totalement décarbonée et qui en même temps ne sape pas les fondamentaux de la démocratie libérale, c'est-à-dire garantissent un niveau d'homogénéité de la société, un niveau d'égalité, un niveau de participation acceptable au regard de ce que sont les exigences démocratiques. Donc, soyons fiers d'être des Européens, réfléchissons à cette troisième voie européenne, mais pour ça, et je termine là, ça suppose qu'on assume d'être une puissance. Longtemps, l'Europe, à cause de son passé, a eu honte de ce terme. Longtemps, l'Europe ne s'est considérée que comme un marché où seul devait régner la libre concurrence. Eh bien, nous devons réfléchir en termes de géopolitique et en termes de puissance. Et de ce point de vue-là, le marché européen, justement, n'est pas que un ensemble de consommateurs,
ça peut aussi être un levier de puissance parce que 500 millions de consommateurs, c'est le plus grand marché du monde. Si vous conditionnez l'accès à ce marché pour des exportateurs ou des pays extérieurs au respect d'un certain nombre de standards environnementaux ou de droit du travail ou de normes sociales, eh bien, vous utilisez cette puissance de marché à des fins géopolitiques et c'est ça qu'il nous reste à prouver et à inventer en Europe. Mais je crois qu'avant-hier, l'accord qui a été trouvé constitue un premier pas prometteur dans cette direction, même si énormément de choses restent à faire. Bon, alors je vais essayer de faire un peu court, mais de répondre aussi à ces points. Évidemment, l'Europe, ça reste, comme tu l'as dit, un modèle, une forme de troisième voie à travers le monde, dans un monde qui est beaucoup plus multipolaire et qui, en particulier dans ce siècle dans lequel on entre, va être bien au-delà de juste l'opposition États-Unis, Europe, URSS, Chine. Enfin, URSS, on a bien en tête ce qui était l'ancienne puissance russe. Il y a d'autres puissances qui sont en train d'émerger, il faut aussi l'avoir en tête. Alors après, je vais parler du modèle européen. Tu as raison de le souligner. Alors évidemment, l'actualité est fantastique pour ça. Nous sommes beaucoup plus solidaires et donc de facto, nous sommes potentiellement beaucoup plus résilients que ce qu'on est en train de voir sur le marché américain où on a une forme là aujourd'hui d'espèce de spirale du vide parce que on ne soutient pas assez les PME, on ne soutient pas assez les employés, on risque d'avoir des cascades en faillite d'une manière bien plus grave que ce qu'on va voir en Europe. Et là, on va voir un trou noir qui est en train de se creuser économiquement. Et soyons très clairs, ce trou noir qui pourrait entraîner les États-Unis, il entraînera aussi le reste du monde. Hein. Nous n'y échapperons pas. Nous avons besoin de la croissance économique américaine. D'une certaine façon, je serais même tenté de dire que non seulement il faut nous aider, nous, mais il faudrait peut-être même aider nos amis et partenaires américains, parce que s'ils s'enfoncent, nous sommes aussi, entre guillemets, au fond du trou pour pas être plus grossier. Bon. Et donc derrière ça, oui, il y a un modèle de solidarité, tu l'as souligné, et au niveau individuel. Néanmoins, je voudrais quand même souligner 3 problèmes qui existent et qui limitent et par lesquels nous en Europe, on va devoir quand même réfléchir pour aller au-delà de ça. Premièrement, la question des limitations et des inégalités en Europe. Oui, c'est moins fort qu'aux États-Unis. Néanmoins, aussi en Europe, on a vu ces mouvements populistes qui ont réémergé et pour une raison très simple. Malgré l'appareil de redistribution, et en France on le connaît bien, eh ben on a eu les 2 grands fléaux qui sont en train de casser les classes moyennes, qui sont d'un côté l'explosion des coûts immobiliers, et la spéculation immobilière, et même en Europe, on n'y a pas échappé. Et de l'autre, eh bien, un manque de redistribution sur ce qui est au cœur aujourd'hui de la création de richesse, qui est l'investissement dans le talent, que ce soit entre 0 et 20 ans, et que ce soit surtout après dans ce qu'on appelle la formation permanente. Bon, et là, très clairement, on est exactement dans la même situation qu'aux États-Unis. En France, on met beaucoup en avant notre distribution et notre éducation nationale centralisée. PISA le montre chaque année. On est l'un des pays où on arrive le moins à faire de la mobilité sociale via notre système éducatif. Donc, malgré tous les investissements qu'on a mis en place, on n'a pas encore exactement le bon système. Et beaucoup des erreurs que l'on voit aux États-Unis, nous les avons reproduites malgré notre système de redistribution. Et en plus de cela, nous sommes nuls, faut être très clair, sur ce qui va vraiment créer de la valeur au XXIe siècle, à savoir la transformation numérique. Et là, je suis désolé de mettre le pied dans le plat, mais quand on voit les investissements et les capacités intellectuelles telles qu'elles sont développées aux États-Unis, en Chine, eh bien, nous, en Europe, dans tous les classements, on arrive bon dernier. Et ça ne colle pas si on veut se fabriquer un avenir. Donc ça, c'est un premier point. Donc oui, on a un modèle, mais notre modèle, il est encore au milieu du gué et on a encore beaucoup de boulot pour effectivement en faire quelque chose de mondialisé. Puis à côté de ça, 2 points importants. Je disais, on est face à un univers mondialisé, il faut l'avoir en tête. D'une part, les États-Unis, oui, sont en crise très profonde, mais va savoir si de la même façon que après la séquence 1928-1932, il y a eu FDR et le New Deal, va savoir si on va pas avoir un rebond américain avec cette extraordinaire montée des puissances progressistes à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. On verra si après Biden, on va avoir une retransformation du modèle américain qui arrive quand même une fois toutes les générations. Hein, faut l'avoir en tête. Et puis à côté de ça, on a d'autres modèles émergents. Et moi, je voudrais vraiment, et le cas de la crise Covid est très particulier là-dessus. On a vu que ceux qui nous ont réellement donné des leçons en termes de gestion sanitaire, eh bien, ce sont ce qu'on pourrait appeler les démocraties avancées d'Asie, des pays comme Taïwan, des pays comme la Corée du Sud, le Japon dans une moindre mesure, et qui nous ont donné une véritable leçon de
préparation à des crises nouvelles dans un cadre démocratique maintenu avec une bonne gestion de la donnée. Ils ont juste été mieux préparés, c'était entre guillemets plus professionnel. Et là aussi, on a beaucoup de questions à se poser, nous, en Europe, sur, on va dire, l'ancienneté, la vétusté peut-être même de nos systèmes bureaucratiques et la capacité peut-être à s'inspirer de ces démocraties avancées d'Asie qui nous ont donné une véritable leçon de développement en réalité. Alors, tout ça, ça pose... Il y a beaucoup de questions dans le chat. Je ne sais pas si tu veux qu'on continue avec les questions qu'on avait préparées ou si on répond un peu à nos amis. Je pense qu'on va devoir répondre à nos amis, c'est obligatoire. Alors, je ne sais pas si tu veux y aller, David. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on commence par quoi? Moi, je vois quel hard power pour l'Europe. Alors ça, c'est une question effectivement très importante, même si la notion de hard power est en train de se transformer aujourd'hui, parce que entre, disons, 1648, le traité de Westphalie qui établit ce qu'on appelle l'ordre westphalien dominé par des États-nations qui se livrent des guerres régulières, et aujourd'hui, il y a des changements majeurs en termes de hard power. On voit aujourd'hui à quel point ce qui détermine la résilience des nations, ça n'est plus tant la guerre régulière et la paix, comme à l'époque de Tolstoï. Ce qui détermine la résilience des nations, c'est par exemple ce que Guy Philippe indiquait tout à l'heure sur la capacité à anticiper et à préparer des crises de toute nature. Et donc, de ce point de vue, l'Europe peut devenir un hard power, c'est-à-dire une puissance, en n'étant pas simplement un système de valeurs un peu gazeux ou un marché structuré par le libre-échange et la concurrence, en produisant massivement des biens publics, notamment des biens publics qui assureront la résilience des nations qui la composent. Donc, dans ces biens publics, il y a évidemment tout ce qui touche à la sécurité et à la défense, je ne le nie pas, la sécurité des frontières extérieures de l'Europe dans un environnement géopolitique instable, avec le Moyen-Orient ou même la proximité avec l'Afrique est un élément absolument essentiel. Mais au-delà des questions de sécurité et de défense, il y a les questions sanitaires. On l'a vu avec acuité durant la crise Covid, notre capacité à mutualiser des moyens pour mettre en œuvre des essais cliniques, pour faire de la recherche fondamentale, pour trouver un vaccin. De ce point de vue-là, ça a été désastreux. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu l'histoire de l'essai européen Discovery, auquel finalement seule la France et le Luxembourg ont véritablement participé, cependant que l'Espagne et le Royaume-Uni lançaient des vagues d'essais cliniques dans leur coin. On voit qu'on est encore extrêmement loin de cette capacité à devenir un hard power en produisant des biens publics. Et le petit élément de nuance que j'apporterai par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le succès géopolitique du plan de relance qui a été décidé au Conseil européen, c'est que justement, dans la négociation avec les pays dits frugaux, que moi j'appelle plutôt des pays radins, parce qu'en réalité, ces pays ont largement bénéficié des externalités positives du marché unique, et pour certains, comme les Pays-Bas, se sont même gavés sur le plan fiscal, puisqu'en pratiquant un différentiel de 10 à 15 points d'impôt sur les sociétés, ils attirent des sièges sociaux de grandes entreprises, françaises notamment, mais aussi allemandes, italiennes, espagnoles, qui auraient dû dégager de la recette fiscale pour les pays dans lesquels elles sont initialement domiciliées. C'était une parenthèse un peu mesquine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une incapacité à avancer sur cette question de biens publics, et même dans la négociation et dans ce qui a été consenti à ces pays frugaux, on a rogné sur des budgets aussi fondamentaux que la recherche. Et alors que la politique de recherche, que ce soit de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée, est absolument indispensable aujourd'hui, y compris pour faire face à l'agressivité américaine ou chinoise. Guy Philippe parlait tout à l'heure de la technologie. Toutes les industries émergentes, que ce soit la technologie numérique, la biomédecine, la robotique, etc., sont des industries avec une forte composante de recherche. Donc, si vous n'êtes pas capable de gagner la bataille de la recherche, vous n'avez aucune chance d'être compétitif dans ce domaine. L'intelligence artificielle, par exemple, ça demande énormément d'investissements publics en matière de recherche. Je crois que le livre de Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State, sur l'écosystème de la Silicon Valley, l'a assez bien démontré. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, nous avons un wagon de retard. Prenons garde à ce que ça ne soit pas demain un train
de retard. Et il faut vraiment que cette Europe de la recherche dans les sujets émergents, que ce soit la médecine, l'intelligence artificielle ou les énergies propres, l'économie décarbonée, soit la plus performante du monde. Oui, alors je te rejoins et je reprends la question effectivement du hard power pour l'Europe et c'est un point là aussi qui fait mal entre guillemets parce que bon en termes de projection militaire, évidemment on ne peut absolument pas se comparer aux États-Unis, c'est une évidence. Et d'ailleurs les États-Unis qui sont de facto une puissance européenne, ne serait-ce que pour les questions de logistique et les questions de renseignement, même si on coopère sur certains points et puis évidemment on se fait la guerre sur d'autres. Et derrière, si je prends des exemples comme par exemple les flottes, bon, on a la flotte française, on a la flotte britannique, mais là encore, on fait pas le poids. On est vaguement présent dans la zone Indo-Pacifique parce que on se rend bien compte que là aussi, hein, en fait, on a des enjeux militaires avec ce qui peut se passer avec la Chine, et ça passe à la fois par le commerce mondial ou le contrôle du commerce mondial, mais ça passe aussi par les espaces cyber où là, d'une certaine façon, les frontières peuvent être très facilement abolies. Hein. Bon. Et là encore, très sincèrement, on a quand même l'impression que oui, on est un espace de réglementation, on est un marché, donc dans l'acception soft power, à capacité à négocier parce que on peut acheter des choses, on peut négocier des choses, on a une forme d'influence, mais d'un point de vue strictement militaire, d'un point de vue dissuasif, on est loin. On est loin parce que on n'a pas entre guillemets le nombre d'unités qu'il faudrait, et puis on n'a pas les capacités. Et je rebondis à nouveau sur les questions de recherche-développement qui sont souvent des questions duales. Non seulement il y a une capacité de budget, mais il y a aussi la mise en avant de cette recherche. Bon, aujourd'hui, on voit dans des pays qui ont des visions très sophistiquées de la manière de développer leur puissance, quelque chose d'hyper dual, je tente à dire, sur la capacité à la fois développer de la recherche en propre, mais en même temps développer des coopérations et des coopérations commerciales et faire venir du capital de l'étranger pour faire vivre la matière grise sur place et réexporter de façon en fait à bâtir de l'influence. C'est typiquement ce que fait Israël. Israël, qui a un budget qui est le plus gros budget au monde en termes de recherche-développement par PNB, je crois que c'est autour de 5% du PNB, c'est plus de 15 milliards de dollars. Mais sur ces 15 milliards, il y a les 3/4, voire même vraiment les 4/5 qui viennent de l'étranger. Et Israël, de facto, est une usine où on injecte du capital, qui s'injecte dans de la matière grise et qui se retransforme et puis après qui projette des services qui créent en fait des liens d'interdépendance. Et on voit que de facto, Israël a sa propre stratégie qu'on peut contester sur l'espace moyen-oriental, mais arrive à développer des liens parce qu'il y a tellement de matière grise et donc tellement de capacités pour le coup technologique fortes que on négocie avec les États du Golfe, on négocie avec les États-Unis, et sur un sujet diplomatique tel que le conflit israélo-palestinien, eh bien très clairement, là, ça passe au second rang, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'Israël, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de produire des choses qui sont utiles, tant d'un point de vue civil que militaire. Et moi, ce qui me fait extrêmement peur sur l'Europe, hein, pour reprendre cette question du hard power, c'est que je ne vois pas clairement le début du commencement d'une stratégie intelligente qui a compris les jeux d'interdépendance dans le réseau qui sont fondamentales pour la sécurité au XXIe siècle et que ça, c'est pas encore articulé aujourd'hui. Et j'ai peur, je dois le dire, d'un déclassement de l'Europe sur cette question numérique qui est fondamentale au XXIe siècle. Alors, il y avait peut-être d'autres questions, sauf si tu veux rebondir là-dessus, David, mais il y avait une autre question, alors qui est générale, mais qui peut-être peut nous permettre justement de réutiliser certaines des autres questions auxquelles on avait réfléchi sur la réinvention de notre idéal démocratique. Est-ce que justement il faut pas, est-ce que la démocratie à l'âge de l'Anthropocène, la démocratie à l'âge numérique, est-ce qu'il n'y a pas là en fait et à l'âge de l'accélération des choses hein, et accélération économique, est-ce qu'il n'y a pas là en fait beaucoup de choses à repenser, peut-être repenser le cadre institutionnel, repenser une société démocratique universelle pour reprendre Kant, etc. Alors, effectivement, on vit une crise démocratique très importante et elle est assez généralisée puisqu'on voit que toutes les grandes démocraties aujourd'hui, de l'Inde aux États-Unis, en passant par les pays d'Europe de l'Ouest ou même des démocraties émergentes en Amérique du Sud, traversent une crise grave qui d'abord est une crise de confiance dans le système
représentatif. C'est-à-dire que la démocratie, depuis les débats entre Hamilton et Madison, les pères fondateurs de la Constitution américaine, c'est une démocratie qui est une démocratie représentative, c'est-à-dire où on se choisit des intermédiaires, des représentants, en l'espèce, pour nous gouverner et prendre des décisions à notre place. Il y a une crise du lien aujourd'hui de la représentation. Cette crise, elle est multifactorielle. D'abord, elle est liée à l'éclatement des responsabilités, c'est-à-dire que quand vous étiez dans un système politique et économique qui était bouclé au niveau national, c'est-à-dire que vous n'aviez qu'un seul gouvernement représentatif qui prenait des décisions de politique économique, par exemple, qui avait une incidence immédiate sur le contrat social, évidemment, la politique avait donné un sentiment d'efficacité plus important qu'aujourd'hui. Je prends l'exemple, moi, souvent du gouvernement, des différents gouvernements qui ont servi sous le général de Gaulle durant les 30 Glorieuses. Quand on lit, par exemple, le bouquin que Alain Perfit a consacré au général de Gaulle, qui s'appelle C'était de Gaulle, on voit que les grands débats de politique économique avec un certain ministre des Finances qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, c'était de savoir à quel niveau il fallait fixer les salaires dans le public. Parce que à l'époque, la productivité augmentait très vite, ce qui générait de la croissance. Et comme la productivité augmentait vite, les syndicats étaient fondés à demander des hausses de salaire. Sauf que il fallait en gros s'assurer que les salaires progressent, mais ne progressent pas trop vite par rapport à la productivité pour que ça se traduise pas par de l'inflation et de l'instabilité économique. Et donc, il y avait une sorte de course-poursuite entre des hausses de salaire et des gains de productivité. À chaque fois qu'il y avait des hausses de salaire, les patrons demandaient des gains de productivité. Et donc, l'État central, il avait en quelque sorte un peu la main puisqu'il contrôlait les salaires des fonctionnaires, il contrôlait les salaires des nombreux, des salariés qui étaient dans des nombreuses entreprises publiques. Bon. On voit bien qu'à partir des années 1970, on a une sorte de désajustement entre l'économique et le politique, puisque l'économique se mondialise. Je parlais tout à l'heure dans mon intervention du taux d'ouverture des économies qui a énormément augmenté, ce qui fait que tous les instruments de politique économique mobilisés au niveau national sont beaucoup moins efficaces. Rappelez-vous par exemple la fameuse relance qui avait été tentée par les travaillistes à la fin des années 70 au Royaume-Uni, ou même la fameuse relance de Mitterrand. Le problème de cette relance, c'est que une très grande partie de l'argent dépensé pour relancer l'économie est parti en fait en Allemagne ou en Corée du Sud ou au Japon. Ça a alimenté en quelque sorte les excédents commerciaux de nos partenaires mercantilistes. Et donc on voit qu'il y a une perte de substance du pouvoir politique qui engendre en partie cette crise démocratique. Et de ce point de vue-là, cette crise démocratique, c'est une crise du kratos de la démocratie, c'est-à-dire une crise des capacités d'action. Et puis à côté de cette crise des capacités d'action, il y a aussi une crise du démos de la démocratie, c'est-à-dire une crise au fond de notre corps civique. Sommes-nous toujours une communauté civique ? Le doute s'est installé dans la mesure où, bien sûr, d'une part, les réseaux sociaux, la désintermédiation favorisent l'expression directe, et donc la démocratie représentative est questionnée. À l'époque où on n'avait que le transistor ou la télévision, la démocratie représentative n'était pas questionnée parce que tout le monde ne pouvait pas parler dans le poste, en quelque sorte. Donc c'était réservé à quelques porte-paroles choisis sur le volet, ce qui légitimait en quelque sorte l'existence d'une démocratie représentative. Aujourd'hui, avec ces machins-là, tout le monde peut donner son avis sur Twitter, sur Facebook, etc. Et donc on est dans une démocratie de l'immédiateté qui parfois entre en collision avec la démocratie représentative. Et à ça s'ajoute aussi un sentiment, notamment dans les sociétés occidentales, où les inégalités se sont creusées, où le multiculturalisme est là, où on est dans une archipélisation, pour parler comme mon ami Jérôme Fourquet, le sentiment que ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous rassemble. Et donc, un des enjeux aujourd'hui pour la démocratie, c'est de trouver de nouveaux modes d'articulation entre démocratie représentative, parce que elle reste indispensable, on ne peut pas décider à l'échelle d'un pays ou d'un continent en permanence dans la participation de tous, il faut des chambres, il faut des élus, il faut des représentants, mais il faut articuler ça avec davantage de démocratie directe, notamment au niveau local. Moi, j'y suis extrêmement favorable au niveau local. On a les moyens aujourd'hui d'organiser une délibération et une participation citoyenne sur un certain nombre de questions au niveau local. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un conseil municipal pour voter, par exemple, les horaires et les jours de passage de la benne à ordures qui concernent ma vie quotidienne? Non, je pense qu'on peut le décider de manière directe, de manière désintermédiée par la Civic Tech. Donc, il y a cette question de l'articulation du direct et du représentatif. Et puis, il y a cette question de la reconstruction d'une capacité d'action, d'un kratos. Et c'est là, effectivement, qu'il faut réfléchir sur les instruments de l'action publique. Guy Philippe parlait tout à l'heure de ces démocraties avancées d'Asie du Sud. Et ce sont des nations vibrantes, ce sont des démocraties vivaces
et qui en même temps ont des instruments d'action extrêmement performants et on serait effectivement bien inspiré de réfléchir et d'essayer de translater une partie de leurs instruments d'action. Et puis troisième élément, et je termine, j'ai été trop long, c'est la reconstruction d'un commun démocratique, c'est-à-dire essayer de retrouver que des éléments de communauté, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Et cette question que j'appelle la question républicaine, tout simplement, elle se pose aujourd'hui très fortement aux États-Unis, mais elle se pose aussi en France. Ouais, bon, t'as bien couvert le sujet des problèmes tels qu'ils existent. Alors, je vais juste être complémentaire de ce que tu as dit, dans lequel je m'inscris énormément, mais souligner, pour ne pas dire autrement, le problème qui est pour moi le plus fondamental, mais qui est maintenant très bien vu, entre guillemets, qui est celui des inégalités sociales. Alors, voilà, c'est tarte à la crème, mais c'est juste l'une des choses les plus fondamentales. Énormément d'études en sciences politiques ont montré que plus il y a d'inégalités sociales, quelle que soit la société, plus il va y avoir de polarisation politique, plus il va y avoir de fragmentation également politique. Et en fait, d'une certaine façon, on peut imaginer que plus on tire le tissu social, plus on risque de le faire craquer, et moins ce qui serait le centre, et ce qui était en fait le centre dans son expression sociodémographique, à savoir les classes moyennes, moins il y a un avis commun, moins il y a des classes moyennes, moins il y a une vision commune de comment conduire les changements de la société, et donc plus il y a une fragmentation et une vision parcellaire du monde. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental qui est complètement dans l'ordre de cette révolution conservatrice qui a un peu démarré suite au phénomène de stagflation dans les années 70 et dont la réponse a été on va faire dans ce que appelé Edouard Luttwak le turbocapitalisme, on va retrouver la croissance, on va casser l'inflation, on l'a fait et d'ailleurs ça a permis, comme tu l'as dit, de projeter de la croissance à travers le monde, mais le résultat des courses, c'est que on a cassé ce tissu social. Et en fait, on se retrouve très clairement dans le même type de situation que les sociétés occidentales dans les années 30, ce qui est assez terrible. Et donc, mécaniquement, on retrouve les populismes, les extrémismes de droite et de gauche. Là encore, je dis des choses qui sont pas originales, mais bon, c'est des choses dont on a commencé à parler au milieu des années 2010 et il fallait les avoir en tête. Et très clairement, on est aujourd'hui à un moment donné où il va falloir vraiment faire un reset du système. On va voir si ça va avoir lieu aux États-Unis. Il faudra le faire de toute façon à travers le monde. Dans ce reset du système, il y aura cet aspect de réduction des inégalités sociales qui est absolument fondamental. Et encore une fois, je voudrais souligner le fait qu'il y a à la fois peut-être le fait d'utiliser de l'impôt, là je vais faire peur, mais pour tout simplement contraindre et réduire les effets d'inégalité de revenus. Je sais ça fait mal, mais on ne sait jamais, on va peut-être être obligé d'y aller. Mais il y a aussi des aspects qui sont fondamentaux dans notre société numérique du XXIe siècle, à savoir, je me répète, les aspects de formation, les aspects de prendre des gens là où ils sont et les accompagner tout leur long de vie avec un aspect de formation professionnelle tout le long de la carrière professionnelle qui sera probablement beaucoup plus important en termes de magnitude que ce que l'on connaît aujourd'hui. On le voit dans certains métiers où on va consacrer 30 à 40% du temps de travail à la formation, chez les pilotes de ligne, chez les gens dans la cybersécurité. Je ne serais pas surpris que ce type d'objectif-là, ce soit l'objectif pour l'ensemble du corps professionnel à échéance de 10-20 ans, parce que la révolution, alors peut-être pas 30-40%, mais au moins un bon 10-20%, parce que la révolution numérique va nous l'obliger. Bon, et ça, c'est un point fondamental sur lequel, et qui sera de facto un élément qui permettra de réintégrer les gens. Et si on réintègre les gens, alors ils sont peut-être capables de réécouter ce qui serait une conversation sur, OK, quel consensus social à mettre en place et quelle direction commune. Parce qu'encore une fois, si chacun est dans un trou, on ne peut pas avoir de réflexion commune. Bon, mais même là-dessus, et je rejoins un petit peu ce que tu as dit, David, il y aura des réflexions importantes à avoir sur, OK, on comprend qu'on est à nouveau reformé dans la classe moyenne, mais quels sont les outils d'information sur lesquels on peut comprendre et participer à l'engagement civique. Bon, là aussi, il y a de l'innovation à faire, il faut être très clair, parce que les réseaux sociaux nous ont démontré comment, par les effets de peur, les effets d'augmentation de l'instabilité émotionnelle, on est capable de casser ce dialogue commun qu'on doit avoir entre nous. Bon, et là-dessus, il y a beaucoup d'expériences à mettre en œuvre. Donc là, on est vraiment dans un élément expérimental, mais on voit des choses en termes de dialogue civique, en termes d'engagement, en termes de prendre des échantillons de personnes dans lesquelles on va les faire travailler, parfois dans des jeux de simulation, ça se vit dans certaines universités américaines. On voit en fait que si on accorde un vrai effort de formation à une partie importante de la population, entre guillemets, ça peut marcher.
Voilà, on se retrouve quand même dans le problème de fond que Platon avait posé dans la République. Hein. Comment est-ce qu'on peut amener à la démocratie toute une partie de la population qui n'est pas éduquée à la démocratie, qui n'est pas éduquée aux enjeux? Ben là, très clairement, je crois qu'on n'aura pas le choix. Non seulement il va falloir combler les inégalités sociales au niveau des écarts de revenus, au niveau professionnel, mais aussi pour permettre d'avoir une plus grosse partie de la population au même niveau dans le débat démocratique. Donc là, je crois que la société du XXe siècle, si on veut vraiment en faire une société démocratique, c'est une société où on aura un effort égalitaire très fort pour que tout le monde soit à peu près au niveau du talent et au niveau de la compréhension des débats. Et ça demande quoi? Ça demande des investissements. Est-ce que c'est possible? Et je m'arrêterai là. Oui, c'est possible. Et nous l'avons démontré au cours du XXe siècle. Quand je regarde la population française au début du XXe siècle, la proportion de la population française qui était alphabétisée, la proportion de la population française qui était au niveau bac, on était à moins de 1% de la population. Et dans le 1%, c'était quasi essentiellement des hommes d'ailleurs, hein, parce que les femmes avaient encore moins d'accès à l'éducation supérieure. Bon. Un siècle plus tard, on a eu une énorme transformation. On a amené au moins 80% de la population à, entre guillemets, un niveau bac. C'est bien, ça ne suffit pas, mais ça montre que si on fait les efforts, peut-être qu'on peut y arriver. Et là-dessus, d'ailleurs, il y aura peut-être probablement beaucoup d'innovations. D'innovations sur les méthodes, d'innovations sur la compréhension du cerveau, etc. Mais c'est vraiment un élément de transformation important. Et pour finir sur l'Europe, c'est peut-être là où, justement, l'Europe, entre guillemets, a un coup à jouer sur l'investissement dans le capital humain, dans le talent, et dans la fabrication de meilleurs citoyens. Il est 14h57. Je ne sais pas comment est-ce que tu veux qu'on conclue, cher Guy Philippe? Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des questions qui montent. Pour l'instant, j'en vois pas de nouvelles. Non, à quoi? Sinon, moi, je te proposerais, il y avait une dernière question qui est un peu rigolote. C'est la fameuse question, enfin c'est la conclusion de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, hein, telle qu'il l'avait posée en 1989. On voit bien que ça n'a pas été le cas. Alors j'aimerais te poser la question, David. D'après toi, est-ce qu'on va arriver à la fin de l'histoire? Et si oui, comment? Ah non, certainement. Je pense que effectivement la thématique de la fin de l'histoire au sens d'une téléologie hegelienne telle que Fukuyama l'avait imaginé est totalement hors de propos aujourd'hui, même si on est souvent injuste d'ailleurs avec Fukuyama, hein, ce livre est très intéressant et il avait une pensée beaucoup plus nuancée que on va dire l'expression qu'on en donne dans les médias. Mais ce qui est certain, c'est que d'une certaine manière, l'histoire recommence, que nous sommes sortis de ce régime très particulier d'historicité que François Hartog, l'historien, appelait le présentisme, et qui a un peu caractérisé quand même ces 3 dernières décennies, c'est-à-dire une sorte d'illusion d'éternité, de faible événementialité. Et aujourd'hui, on revient quand même dans un monde saturé d'historicité, sauf que cette historicité, à mon avis, ça n'est pas l'historicité classique de la modernité avec cette ligne du temps et ces événements qui progressent vers une fin en quelque sorte rationnelle, mais c'est plutôt une historicité qui est dominée par l'incertitude, par les crises, par les transitions, puisque nous sommes dans une période de transition au pluriel. Il y a transition écologique, bien sûr, transition climatique, il y a la transition démographique, la transition numérique, la transition sociétale aussi. Hein. Nous entrons dans des sociétés d'individus. Ça fait déjà depuis 1968 d'une certaine manière, mais nous sommes dans la phase terminale en quelque sorte de la constitution des sociétés d'individus. Donc nous sommes dans cette historicité beaucoup plus accidentée, beaucoup plus aléatoire, où les concepts centraux, c'est les transitions, les crises, l'incertitude, la résilience, beaucoup plus en réalité que cette ligne du temps qui avait été dessinée par les historiens de la modernité. Et donc, ça suppose d'avoir une architecture de la mondialisation et de repenser aussi la puissance publique à l'aune de ces défis et à l'aune de cette nouvelle historicité. Et je pense que inventer, par exemple, l'État résilient, l'État stratège, l'État acteur et accélérateur des transitions, ça ne va pas être simplement un slogan, ça doit se traduire dans des décisions et dans des politiques publiques extrêmement concrètes.
Ben écoute, je vais rebondir un petit peu sur ton point, avec peut-être une vision un petit peu alors complémentaire parce qu'un petit peu différente en fait. Mais sur cette question de entre guillemets de la fin de l'histoire, effectivement, il y a une question de définition d'ailleurs de qu'est-ce qu'on met derrière le mot de la fin de l'histoire. Euh, Mais d'une certaine façon, on peut aussi penser que, entre guillemets, la fin de l'histoire, c'est-à-dire, comme tu dis, cette version théologique, quel est le point d'aboutissement de la civilisation humaine et un point stable, en fait, d'aboutissement de la civilisation humaine, d'une certaine façon, euh, oui et non, parce que on voit à la fois des phénomènes qu'on a déjà vus par le passé, et on l'a dit dès le démarrage de la conversation, sur des mouvements de création de richesse, d'accélération, de croissance, d'urbanisation et puis de crise, parce que trop de tensions, trop d'inégalités, une mauvaise gestion en fait de la richesse. Et ça, quelque part, c'est toute l'histoire de l'humanité en réalité. Il y a un excellent bouquin d'un historien américain, Walter Scheidel, dont le titre s'appelle The Great Leveler. Et Walter Scheidel, en fait, fait l'histoire de l'histoire des inégalités sociales dans toutes les sociétés humaines, des premières sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu'au XXe siècle. Donc, voilà, on finit par retomber sur Piketty. Mais il montre, et on passe par l'Antiquité chinoise, l'Antiquité romaine, le monde médiéval, etc. Et puis, on fait de l'archéologie aussi. On se rend compte qu'il y a toujours eu ce mouvement où il y a des sociétés initialement un peu frugales, on remonte même à Ibn Khaldoun, et puis petit à petit qui constituent de la richesse, et puis qui deviennent successful, et puis après trop successful, il y a trop de luxe, et puis elles finissent par échouer. Elles échouent comment? Par trois phénomènes généraux. Soit il y a trop de richesse et il y a une guerre interne, une guerre civile entre les riches et les pauvres. Soit il y a une guerre internationale, c'est typiquement ce qu'on a vu avec la Deuxième Guerre mondiale, soit eh bien il y a la peste qui détruit tout, enfin de grandes épidémies. Bon, alors ça c'est curieux parce qu'évidemment c'est un écho un petit peu avec ce que l'on vit aujourd'hui. Et effectivement, il semblerait, on le voit bien aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à échapper à ce cycle-là, sauf pour un joker qui est un joker assez terrible et qui est le joker du nucléaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit aujourd'hui, et depuis 1945, en fait, dans un nouvel ordre mondial qui est en très large partie fondé sur cette nouvelle technologie terrible qui est celle du nucléaire. Or, si je suis eh ben, on est en plein dans cette explosion des tensions et des inégalités, et on risque la guerre internationale. On la risque très clairement, par exemple avec la Chine. Et on voit les éléments de tension. Je pourrais même rebondir sur ce que j'ai dit plus tôt sur le risque cyber, qui peut être d'ailleurs un accélérateur de la guerre mondiale. Bon, sauf que si on va jusqu'au bout, s'il y a des tensions trop fortes avec des régimes fascistes qui émergent et qui veulent aller vers la guerre, comme on l'a vu dans les années 30, eh ben, cette guerre mondiale, elle aboutira à quoi? Elle aboutira à la destruction de l'humanité. Donc, d'une certaine façon, on obtiendra la fin de l'histoire, puisque forcément, là, il n'y aura plus d'histoire, ça sera terminé. L'expérience humaine aura été terminée. Mais d'un autre côté, si on anticipe que la fin est non pas tragique, mais ultra tragique et terminale, alors peut-être qu'on arrivera à repenser le modèle avant qu'on arrive jusqu'au bout du trou. Et ça, quelque part, dans cette réflexion ultra tragique, c'est peut-être l'espoir qu'on arrive justement à mettre en place tous les éléments de discussion que toi et moi, on a pu avoir échangés au cours de la dernière heure.